Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de votre présence. Donc, la présentation que je vais faire concerne les lunettes connectées, qui est peut-être un sujet nouveau pour certains d'entre vous. Je voudrais vous expliquer juste un peu l'état de l'art, sachant que en ce qui me concerne, je m'appelle Valérie Rifo-Cangelosi, je dirige une société de conseil qui fait en fait de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, du conseil aux entreprises, mais aussi qui est je suis, on peut dire entre guillemets, une spécialiste des lunettes connectées, dans la mesure où j'ai commencé à travailler dans cette industrie en 2010, ce qui est presque fait moi un dinosaure dans le secteur, pour en fait travailler à l'époque pour une société qui fabriquait des lunettes dites de réalité augmentée. Et je vais vous expliquer un peu en détail les différents types de lunettes qui existent. Et donc j'ai développé pendant une dizaine d'années le marché européen, Moyen-Orient, Afrique, Russie pour ces lunettes connectées, développant l'écosystème, la façon de pouvoir les vendre, les utiliser, les cas d'usage. Donc, de fait, effectivement, les lunettes connectées dans son intégralité, qui sont une gamme très large aujourd'hui parce que le spectre s'est étendu, commençant par les lunettes AI jusqu'à des casques industriels pour différents types d'industries, fait que la gamme s'est élargie, mais aussi les usages et aussi probablement les façons de pouvoir les vendre sur le marché. Donc, de fait, il y a 1 an et demi, le CILMO m'a approché pour commencer à discuter de la façon dont le monde de l'optique peut-être pourrait s'approprier, non pas tous les produits sur lesquels je travaille aujourd'hui, mais peut-être un certain nombre de produits qui sont des produits plus entrée de gamme, plus, en tout cas dans la gamme des lunettes connectées, plus accessibles en termes de technicité, de service, et qui de toute manière sont voués de notre point de vue à exploser dans les années à venir. Donc je fais désormais partie de ce cercle du CILMO et j'essaie de partager ma connaissance de ce marché avec l'intégralité de l'industrie. Donc ce que je vais essayer de clarifier, parce que pour vous c'est peut-être un sujet relativement nouveau, c'est de quoi on parle quand on parle de lunettes connectées. C'est un vaste sujet et effectivement il y a plein de catégories qui sont apparus dans le temps, parce qu'il y a des besoins aussi qui ont apparu, des besoins plutôt consommateurs final, et qui ont fait que nous, on n'avait plus une seule catégorie de lunettes, mais différentes, pour répondre à différents types de besoins. Donc, les noms de ces catégories sont ce qu'elles sont. Si ça avait été moi qui avais créé les noms, je les aurais peut-être créés différemment. Je ne sais pas si c'est toujours tellement intelligible, mais je vais reprendre un peu les catégorisations du marché aujourd'hui. Donc vous avez ce qu'on appelle les lunettes d'intelligence artificielle, les lunettes donc IA. Après, vous avez des lunettes IA avec un écran, et je vous expliquerai tout ça en détail après pour que vous compreniez bien les différences. Nous avons les lunettes de réalité augmentée. Et après, dans la catégorisation dont je m'occupe, il y a aussi des lunettes, des casques de réalité augmentée qui sont là pour des milieux plutôt professionnels, que ce soit l'industrie ou le domaine médical, entre autres. Donc aujourd'hui, je pense que la partie industrielle sera moins à propos. Donc je vais plutôt me concentrer sur les 3 catégories qui pourraient avoir un intérêt pour l'industrie optique. Donc la première catégorie, la fameuse lunette IA, a été non pas inventée, parce que des produits existaient déjà sur le marché, mais a été popularisé par Ray-Ban Meta, que ça, je pense, vous connaissez. Donc des lunettes qui, en fait, ont l'intérêt de ressembler à nos lunettes de tous les jours, quelque part, avec un facteur de forme qui est très connu, bien évidemment du monde de l'optique, mais aussi des potentiels utilisateurs sur le marché. Et effectivement, le fait que Ray-Ban Meta ait commencé à vendre ses produits de façon volumique, alors que le marché était un petit peu frétillant, ou quelques marques essayaient de se positionner, et ben là, il y a eu un engouement
probablement parce qu'il y avait une pertinence de travailler entre EssilorLuxottica et Meta, des gens de la tech, des gens de l'optique, et qui travaillent ensemble et qui connaissent déjà très bien leur marché. Et on positionnait aussi un produit avec une marque qui était quand même une marque extrêmement populaire parmi les potentiels acheteurs. Et donc, cette tendance qui a, en l'espace d'un an, littéralement explosé, en tout cas les volumes pour notre secteur étaient vraiment conséquents, ont créé un velléité de plein d'autres fabricants aujourd'hui de créer des lunettes dites connectées et de venir avec des modèles qui peuvent rentrer aujourd'hui en concurrence avec Ray-Ban Meta. Les premiers modèles, ce qu'on appelle des lunettes AI, IA, intelligence artificielle, qui à nouveau n'aurait pas été vraiment mon choix premier, mais qui est ce qu'il y a, c'est en fait un produit qui déjà ressemble à nos lunettes de tous les jours. Et je pense que c'est peut-être pour vous une évidence, mais moi je travaille sur un marché où très longtemps on avait des lunettes où il y avait effectivement beaucoup plus de technologie, mais qui étaient plus imposantes. Là, le fait qu'on ait des lunettes intelligentes, connectées, mais qui ressemblent à nos lunettes de tous les jours, est un facteur extrêmement important. Et c'est là où aussi, peut-être, ça parle beaucoup plus au monde de l'optique que n'ont pu parler nos produits dans le passé. Le fait est que la technologie dans ces lunettes est très simple. En fait, on a une paire de lunettes, on met des haut-parleurs, on met des micros, il peut y en avoir 1, 2, 3, 4, 5. Il peut y avoir différents niveaux de technologie sur la partie audio, mais voilà, de façon très simple. Et puis, vous allez avoir un petit connecteur Bluetooth, parce que tous ces produits sont connectés avec votre téléphone portable. Donc l'intelligence est déportée dans le téléphone portable et on a plus en fait dans la lunette le connecteur Bluetooth qui va permettre de parler un peu ou de pouvoir transmettre des informations et en recevoir de votre téléphone. Et puis il peut ou pas y avoir une caméra. Donc vous allez voir, notamment je vous engage à aller sur le stand Futurologie qui est juste derrière. Vous allez voir des modèles où vous allez avoir une paire de lunettes sans caméra. Et donc basiquement ce que vous allez faire, c'est recevoir des appels téléphoniques, puisque c'est connecté à que vous avez un micro, un haut-parleur, donc vous allez recevoir un appel téléphonique et pouvoir converser au travers de vos lunettes. Vous pouvez écouter de la musique, puisque vous avez des haut-parleurs, c'est connecté avec téléphone, donc vous lancez votre application musicale et vous pouvez écouter. Vous pouvez aussi avoir de la traduction, donc ça c'est quelque chose aussi. Ce que vous avez aujourd'hui sur votre téléphone, qui est peut-être un traducteur en voix naturelle, vous allez recevoir la réponse, donc quelqu'un vous parle dans une langue étrangère et vous allez entendre dans vos lunettes la traduction en temps réel de ce que la personne est en train de dire en français. Donc ça, c'est des cas d'usage les plus courants. Et effectivement, une fois que vous ajoutez la caméra, les produits avec caméra ont un intérêt supplémentaire. C'est que, vous pouvez prendre des photos et des vidéos, à nouveau de façon naturelle. Donc ça peut être prends une photo, le dire explicitement, appuyer sur la branche, tout simplement. Donc vous pouvez actionner ce genre de fonctionnalité directement dans les lunettes au lieu de sortir votre téléphone et de prendre des photos, des vidéos. Et puis aussi, là, une fois que l'intelligence artificielle est activée, vous pouvez aussi permettre à votre caméra de regarder le monde qui vous entoure, de l'analyser et de pouvoir en fait en retirer un certain nombre d'informations. Donc aujourd'hui, si j'avais des lunettes connectées avec une caméra et une intelligence artificielle que j'aurais souhaité activer, je pourrais dire où suis-je? Et là, en fait, l'intelligence artificielle me dirait tu es aussi le mot 2025, tu es en train de faire le talk de midi qui était prévu au planning, il y a 1000 exposants aujourd'hui, etc., etc. Et en fait, la caméra permet aussi d'ouvrir votre frigo et de vous dire qu'est-ce que je peux manger ce soir, et elle va vous dire aussi tu as des œufs, tu as des courgettes, tu peux faire une omelette aux courgettes. Ça peut être aussi regarder un document et me dire est-ce que tu peux me résumer ça rapidement, et il va prendre une photo et il va faire un résumé. Donc pour les gens qui commencent à avoir une certaine forme de familiarité avec l'intelligence artificielle, vous comprenez qu'en fait ça c'est un peu un troisième œil qui vous permet, quand vous le souhaitez bien évidemment, d'analyser le monde qui vous entoure, d'analyser ce que vous regardez et de vous donner à nouveau en langage naturel, donc c'est des choses que vous entendez à travers les haut-parleurs en termes de réponse et non pas que vous lisez sur votre téléphone, un certain nombre d'informations sur ce que vous voulez reconnaître. Donc tout ça, ce sont
ce que les lunettes connectées dites d'intelligence artificielle peuvent aujourd'hui apporter aux utilisateurs finaux. Ce qui va arriver dans un deuxième temps, en fait, c'est les lunettes d'IA avec affichage. Pour des gens qui sont un peu connectés ou qui s'intéressent en tout cas à la technologie, vous avez peut-être entendu la semaine dernière Meta annoncer que leur prochain modèle de Ray-Ban Meta aurait un affichage couleur qui permettrait en fait dans ces lunettes d'avoir un affichage qui permet, alors je reprends mon exemple de la traduction, au lieu d'avoir la traduction quand une personne vous parle dans les écouteurs, bah là elle va s'afficher devant votre champ de vision. Donc l'étape suivante va être vraiment d'intégrer dans les lunettes d'IA ces écrans. Vous aurez différentes formes d'écrans, différents types, qui peut être soit par exemple du texte en vert, tout simple, qui peuvent afficher une information très basique. Certains fabricants vont faire en sorte que ça ne va pas s'afficher devant votre champ de vision, ça va s'afficher un peu au-dessus. Donc il faudra que vous leviez les yeux pour voir l'information et elle ne sera pas trop prégnante et se placera devant votre champ de vision à tout moment, ce qui peut être une des considérations de l'utilisateur final. Ça peut être effectivement le texte de la traduction, ça peut être des directions par exemple, parce que votre téléphone, à nouveau, qui est connecté, il a un GPS, donc il peut vous dire comment je vais là. Au lieu de vous entendre dire tourne à droite, tourne à gauche, vous allez visuellement voir une petite flèche qui vous dit tourne à droite, tourne à gauche. Donc en fonction des modèles, vous aurez soit de l'affichage monocolore, vert, sur une ou deux lignes très épurées, mais vous pourrez avoir, tel que le modèle qui a été présenté il y a quelques jours, un écran totalement en couleur, qui sera un peu à l'écart de votre champ de vision, mais peut-être plus important, qui vous permettra de voir un certain nombre d'informations de façon plus agréable en fonction du contenu que vous pouvez vouloir regarder. Mais vraiment, la différence entre les lunettes d'IA et les lunettes d'IA avec écran, c'est vraiment ça. C'est que ce qui va faire vraiment la différence de technologie et d'intérêt de ces lunettes, c'est cette intelligence artificielle avec laquelle on converse aujourd'hui via ChatGPT, via différents modèles, surtout en IA générative, ces conversations en langage naturel, au lieu de se faire à travers le téléphone, toutes les recherches que vous pouvez faire aujourd'hui se feront à travers vos lunettes, soit de façon vocale et à travers les haut-parleurs, soit de façon visuelle pour les lunettes d'intelligence artificielle avec affichage. Le Graal, en tout cas ce sur quoi historiquement, moi en tant qu'experte ou spécialiste du secteur, je travaille, c'est vraiment ce qu'on appelle les lunettes de réalité augmentée. Donc la technologie est un peu plus complexe. On est vraiment là sur de l'affichage, couleur, vraiment afficher une image dans votre champ de vision qui pourrait, si on regarde par exemple, et c'est beaucoup le cas des produits actuels, simplement regarder un film, vous voyez la projection de votre film devant vous, comme si vous étiez devant un écran de cinéma, sauf qu'en fait il est projeté dans vos lunettes. Ça peut être aussi, et là on est encore à un degré supérieur, la visualisation d'un objet 3D. Donc, basiquement, si vous y pensez, le principe des lunettes de réalité augmentée, c'est que vous avez deux petits projecteurs qui sont ancrés en fait dans les branches de vos lunettes et elles vont projeter une image dans votre champ de vision. Parce que dans les lunettes, vous allez avoir l'écran qui sera intégré. Mais la sensation que vous avez, c'est la projection d'un écran qui est à peu près à 4-5 mètres de vous et qui en fait va flotter dans l'air. Donc quand on est dans de la réalité augmentée, les puristes pourront être d'accord avec moi, c'est aussi le fait que vous pourrez aussi projeter des objets 3D. Donc non pas simplement une image pour regarder un film ou jouer à des jeux vidéo, mais ça pourrait être juste un objet 3D que vous pourriez visualiser comme vous pouvez le faire aujourd'hui au travers de votre téléphone. Et là, vraiment, la technologie est la même chose. C'est de visualiser, par exemple, votre canapé que vous n'avez pas encore acheté, que vous avez vu sur le site d'IKEA et que vous voudriez visualiser dans votre intérieur. Aujourd'hui, vous le faites avec votre téléphone. C'est une fonctionnalité sur laquelle IKEA a été très précurseur. Et en fait, vous prenez votre téléphone, vous téléchargez le canapé que vous voulez, vous regardez à travers la caméra de votre téléphone et vous la placez dans votre environnement. Et en tapant dessus, vous pouvez changer de couleur.
Ça, c'est de la visualisation 3D ancrée dans la réalité. C'est quelque chose qui existe. C'est un peu comme vos filtres Snapchat. C'est la même chose, c'est de la réalité augmentée. Bah, l'idée est que demain, vous pourrez voir ça à travers vos lunettes. Sans rentrer dans la technologie, c'est un truc qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe que de regarder juste des sous-titres. Donc ça nécessite d'avoir beaucoup de capteurs dans les lunettes qui vont essayer de visualiser exactement où vous êtes, au millimètre près, pour ancrer l'objet que vous voulez voir exactement là où il devrait être. Et effectivement, là souvent, on est sur des matériels qui sont un peu plus importants et généralement qui aussi nécessitent de pouvoir rajouter des inserts quand vous avez des lunettes de vue. D'accord ? Donc là, on était sur des lunettes IA avec écran. Bon, on reconnaît un peu le facteur de forme. Là, on est sur des produits qui sont un petit peu plus épais, un petit peu plus gros, mais ils peuvent faire beaucoup plus de choses. Et effectivement, on est sur un matériel plus performant, qui aura beaucoup plus de capacité, mais qui pour le grand public aujourd'hui n'est pas tout à fait dans le facteur de forme qui ferait que n'importe qui pourrait l'acheter sur étagère et se dit je peux me balader dans la rue sans que personne ne puisse remarquer que j'ai des lunettes avancées. Mais c'est vraiment là quelque part où on va pouvoir vraiment avancer, là où je pense que si Ray-Ban et Meta pouvaient le faire aujourd'hui, ils le feraient, parce que ça donne un champ de possibilités extrêmement important pour le futur. Donc, du coup, toutes ces lunettes, comme je dis, elles iront probablement dans le temps. Cette chronologie, je ne peux pas vous dire. Moi, j'ai commencé il y a 15 ans. Il y a 15 ans, je disais dans 15 ans. Bon, bah là, je vais redire dans 15 ans. Je pense que la technologie est suffisamment complexe que tout ça va prendre du temps. Mais là où je vois, et là vraiment c'est un avis personnel et je vous engage à parler avec d'autres gens de mon secteur ou du secteur de l'optique qui travaillent déjà un peu sur le connecté, mais je pense que les lunettes d'IA, celles que je vous parlais au tout début, elles ont un format assez simple, reconnu par tous, un facteur de forme que vous pourriez mettre sur vos têtes aujourd'hui sans vraiment que ça puisse changer votre vie et que votre entourage puisse les voir, ce qui est important. Elles sont relativement abordables. Aujourd'hui, il y a certaines marques dans le monde qui annoncent des produits à moins de 200 $. Donc on est à 170 € sur un produit connecté qui devient vraiment abordable pour le plus grand nombre. Donc pour moi, c'est un format qui va commencer à se développer et devenir de plus en plus populaire. Je me dis, certaines lunettes, celles notamment sans caméra, où il y a toutes les façons connectées, vous les regardez, vous ne voyez pas du tout qu'elles sont différentes. Elles sont faciles à expliquer pour monsieur tout le monde parce que voilà, ce qu'on fait sur son téléphone, qu'on porte. Maintenant, vous répondez au téléphone, vous écoutez de la musique, tout ça se passe dans vos lunettes, vous laissez votre téléphone dans votre sac à main ou dans votre poche arrière. Les gens comprennent assez facilement comment ça peut servir. Et du coup, je pense que c'est un format qui finalement pourrait être, je vais chercher mes nouvelles lunettes, je vais prendre des lunettes connectées parce que du coup, elles peuvent faire le plus. Elles restent quand même des lunettes assez intéressantes que j'aurais de toute manière achetées. Donc voilà, peut-être un petit peu avoir une tendance où les gens vont prendre des lunettes connectées plutôt que des lunettes classiques parce que voilà, elles seront future-proof, comme on dit, et elles seront prêtes pour l'avenir. Et puis après, il va y avoir ces lunettes AI avec l'affichage. Donc là, on rentre dans des considérations un peu plus techniques parce que l'affichage, il va être à l'intérieur du verre. Donc il va y avoir techniquement des choses beaucoup plus compliquées à mettre en place et à considérer. Mais ce sera probablement l'étape d'après. Et puis après, il y aura les lunettes de réalité augmentée. Sachant que les lunettes d'IA avec écran vont chercher de plus en plus à rajouter de la technologie pour aller vers ces lunettes de réalité augmentée, mais toujours en gardant le facteur de forme. Surtout ne pas changer à quoi ressemblent vos lunettes de tous les jours. Et puis les lunettes de réalité augmentée que vous disiez un peu grosses, mais qui peuvent faire plein de choses, voir des objets, vous pouvez visiter des musées potentiellement, vous pourriez voir des superpositions dans plein de choses de votre environnement. Quand vous rentrez dans un magasin, vous auriez des publicités qui se mettraient en place. Quand vous iriez à un musée, vous aurez la possibilité de regarder une œuvre et il vous expliquerait dans vos lunettes à quoi correspond cette œuvre. Et tout ça se ferait à travers tous ces capteurs qui sont intégrés petit à petit. Tout ça, en fait, pour moi, iront vers deux grandes tendances. Il y aura les lunettes d'intelligence artificielle qui vont rester dans le temps parce qu'elles seront simples, parce que même
une grand-mère de 80 ans finalement pourra les porter et comprendra que elle n'a plus à appuyer sur le bouton et elle a juste à dire à ses lunettes décroche le téléphone, c'est ma petite fille. Il y a des choses qui sont très intuitives et très accessibles. Et puis après, les deux autres catégories continueront à travailler pour essayer d'aller vers ce fameux Graal que j'expliquais. À nouveau, c'est ma vision des choses et je suis prêt à en débattre et toute opinion différente m'intéresserait. Donc, voilà, ça c'est un petit peu à quoi ça ressemble aujourd'hui, un peu là où on va en termes d'industrie. Maintenant, pourquoi je pense, et à nouveau, tout est ouvert à débat, pourquoi je pense que l'industrie optique a un intérêt à s'y pencher. Déjà parce que les données sont critiquables, les chiffres et surtout la balance, mais j'ai pris ça parce que je trouve intéressant qu'ils commencent à regarder un peu les lunettes connectées dans leur intégralité et de montrer un peu des tendances, mais on parle quand même de potentiellement 250 millions de paires vendues dans une vingtaine d'années. C'est un marché qui va commencer à devenir crédible en termes de volume de masse. Je pense qu'ils sont pessimistes. Quand je vois que déjà Ray-Ban Meta en a vendu 2 millions en étant tout seul sur le marché, moi je pense qu'au niveau mondial, ça va aller beaucoup plus vite que ça. Simplement parce que, à nouveau, qui peut le plus, peut le moins. Et comme on a des lunettes qui ressemblent de plus en plus aux lunettes de tous les jours, je pense que beaucoup de gens vont s'en accaparer. Donc voilà, c'est un marché qui de toute manière arrive, va grossir et va devenir extrêmement important pour les utilisateurs. En fait, c'est pas juste un marché de quelques marques aussi. J'aime beaucoup ce slide qui est fait par une société d'études de marché chinoise, parce qu'ils ont pris le temps d'aller essayer de regarder toutes les industries qui ont commencé à investir dans ce secteur. Et c'est très large. Il n'y a pas non seulement des gens de la tech, mais il y a aussi des gens forcément de l'optique, et vous allez reconnaître probablement plus que moi un certain nombre de marques qui sont probablement déjà dans vos panels sur la partie purement optique. Il y a aussi des gens qui font des produits qui peuvent être ODM, c'est-à-dire fournir des conceptions de design et qui vont dire à des marques, regardez, moi j'ai la structure électronique, mettez votre marque, mettez vos lunettes, vos formes de lunettes, et moi pour un fabricant, il a la possibilité de les faire à grande échelle. Donc on va pouvoir customiser aussi ces lunettes aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus de sociétés électroniques qui ont la capacité d'aller voir des grandes marques ou des marques moyennes et leur dire moi je vais produire votre design, je vais légèrement changer la façon dont je construis et j'élabore la partie électronique pour que vous puissiez mettre vos lunettes avec vos marques. Et puis il y a effectivement aussi beaucoup de gens de la technologie, des écrans, tous ces écrans qu'on intègre, il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui y travaillent. Donc c'est un énorme marché qui en fait côtoie plein de gens d'industries différentes, plein d'entreprises qui auparavant peut-être ne travaillaient pas ensemble, mais sont en train vraiment de dresser des partenariats pour élargir cette gamme dont je parlais précédemment. Donc du point de vue de l'optique, voilà où on en est aujourd'hui. Tout ça va changer forcément, mais là où je trouve ça intéressant, c'est que déjà, quand on parle de prescription, les lunettes d'intelligence artificielle, qui est ou pas de caméra d'ailleurs, finalement vont intégrer des prescriptions pour tous les gens qui le souhaitent. Si jamais vous n'avez pas de prescription, vous allez avoir les verres solaires classiques ou les verres transparents sans prescription pour utiliser les lunettes connectées. Mais si vous avez besoin de prescription, je vais commander ma paire de lunettes connectées et puis je vais commander ma prescription de la même manière. Moi, je me dis, ma prochaine paire de lunettes, dans 1 an et demi, je pense que je vais aller voir mon opticien et lui dire j'aimerais des lunettes connectées, cette fois-ci, j'aimerais bien que tu me les mettes dans mes lunettes. Donc, c'est vraiment, sur la partie IA, à mon avis, ça devrait être quelque chose qui va se faire naturellement. Évidemment, vous allez m'argumenter qu'il y a certaines marques qui ne laissent pas la main aux opticiens pour pouvoir changer les verres. De mon point de vue, ça va changer. Et en tout cas, il y a des marques qui proposeront la possibilité. Et à nouveau, il y a des marques sur notre stand Futurologie avec qui vous pouvez parler qui disent déjà que si vous achetez leurs lunettes, vous avez la possibilité de mettre les verres et d'avoir encore la main mise sur ces verres. Je pense que des fabricants, et je vais m'attirer les foudres de plein de gens, mais peu importe, qui sont intelligents aujourd'hui, parce que moi je pense que tous ces lunettes-là passeront par l'optique et les magasins d'optique devront penser leurs produits pour laisser la main mise aux opticiens sur la partie verre.
Et je pense que techniquement, c'est possible et je le vois déjà sur le marché. Donc sur la partie lunettes d'IA, je pense que ça va venir naturellement et que les opticiens auront vraiment leur place dans l'évolution de ce marché-là. Là où il va y avoir un peu plus de défis dans le futur, c'est quand vous avez un écran qui est intégré dans la Lune. Donc là, effectivement, je pense que pendant longtemps, les fabricants vont essayer de garder la main mise sur la fabrication du verre, parce que techniquement, c'est extrêmement complexe de greffer en fait d'entre deux couches de verre un écran, comme un écran télé. Vous imaginez votre écran télé, vous le mettez à l'intérieur du verre. Techniquement, on est plutôt sur de l'électronique. Donc effectivement, sur cette partie qui va se développer avec le temps, je pense qu'effectivement, ça sera bien parce que si les magasins d'optique ont ces produits lunettes IA simples avec les verres, ils auront toute la crédibilité aussi dans le futur, parce que là, on part plutôt à 5 ans minimum, d'avoir aussi ces produits sur étagère. Mais effectivement, il y a un défi un peu plus important. Et alors, sur les lunettes de réalité augmentée, aujourd'hui, il n'y a pas trop de réflexes. C'est vrai que ce sont plus des lunettes produits électroniques grand public, mais ils sont tous fournis avec des inserts. Et ces inserts sont fournis vides. Donc quand vous achetez votre produit, vous avez une paire d'inserts à l'intérieur. Et normalement, ce qu'on conseille aux gens, c'est d'aller chez leurs opticiens et de demander aux opticiens de mettre la prescription dans les inserts. Et pour l'instant, ce n'est pas vraiment un réflexe. Et c'est un peu problématique pour nous en tant qu'industrie, parce que les gens ont tendance à garder leurs lunettes, à mettre les lunettes sur les lunettes. Et le confort, il n'est pas idéal. Donc nous, on fait beaucoup de promotions pour dire les inserts, allez chez votre opticien, ils vont vous mettre votre prescription dedans. Donc c'est un peu voilà, l'état des lieux aujourd'hui de comment un peu le magasin d'optique peut se positionner. Nous, ce qui nous intéresse au Silmo Next, notamment parce qu'on a un cercle d'experts avec des experts qui viennent du monde de l'optique, des fabricants, on a des gens de la tech, on a des gens de la RSE, on a des académiques. Donc on a un cercle des experts assez élargi et on se confronte bien régulièrement, c'est intéressant. Mais ce qui nous intéresse vraiment, ici au Silmo, c'est de créer des ponts. De créer des ponts entre notre industrie, qui est super tech, et puis l'industrie de l'optique qui a tous ses process, qui a ses règles. Vous avez beaucoup de régulations, beaucoup de réglementations. Et en fait, c'est comprendre un peu les contraintes de chacun et essayer de faire ensemble, voir comment on peut travailler. On pense qu'il y a des avantages pour les deux. Alors, les lunettes connectées arrivent. Là, on ne peut plus faire marche arrière. Vous m'auriez parlé il y a 4-5 ans, je vous aurais dit, bon, peut-être qu'il va falloir, on a le temps, c'est pas encore très, très populaire, c'est pas encore très grand public. Là, on y est. Je crois que d'ici le printemps, il y a 100 nouveaux modèles qui vont arriver sur le marché. Alors, mondial. Et dans un premier temps, vous les verrez peut-être pas tous arriver, mais c'est une déferlante inéluctable. Qu'on l'aime ou pas, ça va arriver. Donc, moi, je trouverais normal quand même, compte tenu que ce sont des lunettes, même connectées, que l'industrie de l'optique en bénéficie largement. C'est vrai qu'aussi, il y a une génération qui est un peu représentée ici, qui aussi spontanément va être attirée par peut-être des magasins qui auront sa possibilité-là, qui seront plus amènes de pouvoir, et plus attirés par des magasins d'optique qui ont un peu les deux, ou qui sont un petit peu à la pointe, où on a la possibilité d'essayer les produits. Et puis, pour moi, des lunettes, alors c'est très old style, mais moi, je trouve que les lunettes, ça s'achète chez un opticien. Donc, je travaille dans la tech, mais moi, ça me paraît être juste la chose naturelle. Et je pense que les gens qui vont commencer à regarder ces lunettes vont commencer à se dire spontanément, je vais chez un opticien plutôt que d'aller à la Fnac. Parce que c'est des lunettes, ça ressemble totalement à des lunettes. On pourrait se poser la question sur les lunettes de réalité augmentée. C'est vrai qu'elles sont très tech, etc. Et elles ont leur place sur les étagères de la Fnac. Mais je pense que les lunettes d'IA, ce sont des lunettes. Donc moi, spontanément, si j'y pense pas, j'irai chez mon opticien pour en parler. Du point de vue des gens qui fabriquent dans notre industrie, ce qui peut être intéressant, c'est vous avez des magasins. En fait, l'industrie de l'optique a plein de magasins. Et l'avantage des magasins, c'est que vous êtes proche du client final. Et ça, pour nous, ça a énormément de valeur.
La visibilité aussi. C'est une chose d'être sur Internet ou d'avoir des trucs de vente en ligne, mais en termes d'accessibilité, de visibilité, d'accès au public, c'est beaucoup plus limité. Donc aujourd'hui, on a un gros problème sur la partie réalité augmentée, c'est que les gens n'ont pas d'idée de ce à quoi ressemblent nos produits vraiment, parce qu'ils les voient que sur Internet globalement. Même sur les magasins d'électronique grand public, c'est très limité. Et Amazon ne vend qu'en ligne. Donc aujourd'hui, vous dites, parce que les produits de réalité augmentée, c'est un peu plus cher, on est sur des tickets à 600 euros. Donc les gens, ils n'achètent pas spontanément un produit à 600 euros sans l'avoir testé. Donc sur les lunettes d'IA, c'est pareil. La tech est très minimale. Comme je vous l'ai expliqué, c'est 2 haut-parleurs, un truc, une caméra, un capteur Bluetooth. Mais c'est quand même un produit un tout petit peu plus cher qu'un produit normal. Et surtout, vous avez envie de le tester. À quoi ça va me servir? Ils ont envie de savoir, de comprendre. Voilà, ça décroche mon téléphone, mais ça décroche vraiment bien mon téléphone. Et la traduction, oui, mais alors en combien de langues? Donc, il y a plein de fabricants qui se positionnent. Ils disent, ben, aujourd'hui, 145 langues. Bon, c'est vrai, ils utilisent des outils logiciels existants. Mais on a envie quand même de voir ce que ça donne, ce que ça représente. C'est pas comme si tout le monde en parlait et que vous pouvez emprunter les lunettes de votre voisin. Donc, avoir la possibilité d'essayer en magasin, c'est merveilleux. C'est un canal supplémentaire très valable. Et puis, effectivement, après, peut-être que l'industrie et ses partenariats qui pourraient se former permettraient aussi d'avoir du retour d'expérience, ce qu'on a très peu. C'est-à-dire que les gens, ils achètent les produits beaucoup sur Internet, en réalité augmentée, ils partent avec, ils en font des trucs, mais on a beaucoup de mal à récupérer des informations d'usage. Alors que vous, en tout cas les magasins d'optique, ils ont un accès aux clients, ils ont un accès au retour d'informations qui a énormément de valeur. Enfin, aujourd'hui, partout dans le monde, on dit le plus important, c'est la data. Ben, c'est vrai que cette data-là, elle est extrêmement importante pour le futur de notre industrie. Donc, ces deux aspects sont super importants, mais effectivement, ça nécessitera de créer des partenariats. On est aux prémices de tout ça. On veut mettre des choses en place, mais voilà, de l'éducation, de la formation, du partage d'expérience, c'est la base la plus importante. Et puis, effectivement, au niveau des fabricants aussi, comme je disais, il y a aussi la possibilité d'avoir des partenariats de marques, de lunetterie, des fabricants en Europe, en Asie, qui peuvent travailler ensemble pour avoir des produits à leur image. On n'est pas forcément obligé d'aller, vous allez voir, la plupart des lunettes connectées aujourd'hui, du monde de l'optique sont moches, comme on n'arrête pas de me le dire. Mais en fait, c'est parce qu'ils ont besoin de quelque chose à démontrer. Ce n'est pas forcément le modèle final qu'ils aimeraient distribuer dans le monde entier. C'est des fabricants d'électronique qui vont faire une base. Eux, ce qu'ils maîtrisent vraiment bien, c'est derrière ce qu'il y a à l'intérieur de cette monture. Mais la monture, finalement, elle est changeable. La monture, si vous avez une marque, si vous avez des montures particulières sur lesquelles vous voulez travailler, là j'ai discuté avec quelqu'un qui fait des montures en impression 3D, il aimerait faire de l'électronique dedans. Ben voilà, je lui ai dit, on a un salon à Shenzhen l'année prochaine, il va y avoir des tas de fabricants. Va négocier avec eux. Je suis sûre que tu vas trouver quelqu'un qui fera tout ce qu'il veut en modifiant son électronique et son placement pour être sûr que tes lunettes 3D, imprimées en 3D, elles puissent fonctionner aussi de façon et devenir connectées. Donc il n'y a pas de barrière, c'est pas juste des produits finis qu'on va pousser, il y a aussi tout un aspect création, un aspect design qui va nécessiter de venir aussi et qui va être super important parce que c'est ce qui va faire la différenciation aussi des lunettes connectées. Il n'y aura pas juste une monture noire, carrée, hyper standardisée partout. On peut tout imaginer parce que vous rajoutez ça dans les lunettes. Donc effectivement, il faudra des partenariats, des discussions un peu commerciales, etc. Mais techniquement, tant qu'il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de barrière. On peut penser très très loin. Et en tout cas, moi je pense que c'est important parce que, à nouveau, la différenciation dans le futur se fera là-dessus. Avoir des super lunettes design mais connectées. Et puis le portfolio permettra aussi d'offrir des produits qui sont reconnus par le client final. Effectivement, Ray-Ban Meta, je pense que les gens qui, dans un premier temps, ils n'ont pas acheté Meta, ils ont acheté Ray-Ban avant tout. Meta, c'est la caution technique et technologique, mais la marque a beaucoup d'importance aussi. Il y a de l'attachement. Ça peut être des grandes marques, ça peut être des petites marques, mais il y a l'attachement émotionnel du client qui va être très important. À nouveau, il n'achètera pas forcément un produit technique à la base, une paire de lunettes.
Et puis, effectivement, le grand. Alors ça, c'est un sujet sur lequel on pourrait parler longtemps, mais c'est important que vous sachiez aussi que dedans, il y a de l'IA. Et je pense que le combat, ce qui va se passer autour de l'IA est bien plus important que l'industrie de l'optique ou de l'industrie des lunettes connectées, etc. Et l'intelligence artificielle va être dans ces lunettes aussi, en tout cas, à travers votre téléphone. C'est important aussi que vous compreniez qu'on peut choisir son IA. Quand vous avez un compte Facebook, aujourd'hui, je pense que la majorité des gens sont suffisamment bien éduqués pour comprendre que, effectivement, vous acceptez de partager vos données avec Meta. Mais voilà, c'est acquis, c'est acté, et vous êtes d'accord. Et sur Instagram, c'est la même chose. Vous savez, vous êtes éduqués. Je pense que sur les lunettes, il faut savoir aussi que ce sera la même logique. Si vous avez des Ray-Ban Meta, vous acceptez de partager vos données avec Meta. Il n'y a aucun mal à ça, mais il faut le savoir. Et si vous avez des lunettes Google demain, ce sera forcément Gemini. Et si vous avez des lunettes Apple, ce sera de l'Apple AI. Donc c'est important aussi que les gens comprennent qu'en prenant des lunettes d'une certaine catégorie, on va aussi avec une certaine type d'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que vous allez voir de plus en plus de modèles qui arrivent qu'on appelle multimodales. Et en fait, c'est des modèles de marques qui forcément à la base ne sont pas des fournisseurs d'AI et qui vont vous donner un portfolio. Donc dans un premier temps, ça va être la meilleure AI qui peut donner la réponse, va être celle qui va être utilisée par les lunettes. Mais après, vous pourrez aussi choisir votre fournisseur. Et si vous êtes français, par exemple, vous pourrez choisir Mistral, qui est quand même notre pépite nationale. Désolée, un peu de pub. Et puis voilà, mais c'est important. C'est important parce que c'est vrai qu'on se dit on se met des lunettes, bon il y a une caméra, des trucs, c'est des lunettes connectées, mais au même titre de l'utilisation tous les jours de votre IA ou votre entreprise ou des choix stratégiques qui sont en train d'être pris à tous les niveaux dans les entreprises, dans les gouvernements, etc. Il est important que les gens soient informés et prennent les décisions en fonction de ça. Donc voilà, donc le CILMO Next, le comité des experts qui a été créé et initié par le CILMO, c'est un peu pour faire de la prospective, pour essayer de comprendre un peu tout ce qui se passe. On est tous bénévoles dans ce panel, on donne juste nos idées, nos optiques d'industrie, qui sont souvent différentes. Il y a des gens des médias, il y a des gens de la RSE, comme je vous disais, il y a des gens qui viennent du monde académique, qui font de la recherche et développement. Et puis tout le monde essaie de faire en sorte que ça, on structure un petit peu tout ça et on influence peut-être aussi le fait qu'il y ait plus de régulation. Une fois que les lunettes deviennent très très populaires, que tout ça soit bien encadré au niveau français et au niveau européen. L'aspect aussi, c'est aussi pour aider aussi l'industrie de l'optique et l'accompagner. Donc depuis 1 an et demi que je fais partie, on a une réunion tous les 2 mois et on essaie de parler un petit peu des grands défis. Là, on finit l'année, puisque le CILMO est notre fin d'année, quelque part. On repart sur une nouvelle année à partir du mois prochain. Là, on va passer dans l'action. C'est-à-dire que maintenant, on a beaucoup débattu. On a identifié des points sur lesquels on pourrait vraiment aider. Là où on pourrait avoir des explorations un peu innovantes, mais aussi très terre-à-terre. L'éducation, le fait d'avoir par exemple, dans les écoles d'optique, d'être sûr qu'il y a un module sur les lunettes connectées dans l'année ou dans le cursus, pour qu'au moins les gens, en tout cas les étudiants, les futurs acteurs du monde de l'optique, aient déjà une bonne idée de quoi ils retournent et qu'ils fassent des choix peut-être éclairés ou en tout cas prendre des décisions en sachant exactement quel est l'état de l'art sur le marché pour qu'ils puissent dire oui, moi j'y vais pas. En tout cas, avoir ces clés-là. Et il semble que ce soit pas tout à fait le cas. Donc, c'est vraiment un exemple concret de là où on veut travailler. Offrir aussi peut-être des modules de formation. Moi, je suis un magasin, je suis pas, mais je serais un magasin d'optique. Mon opticien, par exemple, que je connais depuis très longtemps, peut-être qu'il va s'y mettre et qu'il aurait bien besoin qu'on lui donne quand même les clés. Donc, où est-ce que je vais chercher un module d'information sur comment m'expliquer comment vendre ses produits, comment ça se service, où ça s'achète, quelles sont les options, des choses que j'ai expliquées maintenant, mais qu'on explique au plus grand nombre, pour que, en fait, voilà, ils aient des outils, ils puissent prendre à nouveau des décisions avisées, d'y aller ou de ne pas y aller, mais savoir, c'est toujours mieux que ne pas savoir.
Et donc, c'est vraiment les aspects sur lesquels je pense on va se focaliser, en plus des aspects de régulation et réglementaire. Je pense que notre comité, notre place dans l'industrie de l'optique aujourd'hui, en tant qu'expert à la fois, ayant des antennes un peu sur les deux, on aurait peut-être le pouvoir aussi d'expliquer à des gens à l'Europe, par exemple, voilà, quels sont un peu les enjeux aujourd'hui qui vont se passer en termes de régulation, d'avoir des retours de l'industrie optique, des retours de l'industrie des lunettes connectées, et tout ça, essayer de l'amener pour leur dire faites attention, il y a quelque chose qui arrive, et il faudrait peut-être songer à l'encadrer. Et ce qui est toujours plus compliqué, parce que quand on est à la jonction entre deux industries, vous avez tous les départements au niveau de la France, au niveau du ministère de l'économie, etc. Nous, on en a d'autres. Il va falloir aussi leur dire, ce serait bien que vous vous parliez et que vous travailliez ensemble, parce que nous, on a un enjeu au niveau de ces deux industries qui vont ensemble. Voilà, donc moi je pense qu'il y a quelque chose de très fort à jouer aujourd'hui. Je suis contente parce que souvent on arrive 50 ans après la bataille. Là on est aux prémices de quelque chose qui commence et je pense qu'on a tout à fait le temps et la possibilité d'en faire quelque chose de bien avec beaucoup de partage d'informations et de donner les clés les uns aux autres, hein, parce que moi aussi j'apprends tous les jours sur le monde de l'optique qui était très loin voilà, de l'industrie dans laquelle j'évolue depuis une quinzaine d'années, et pour pouvoir vraiment essayer de prendre les meilleures décisions sur ce sujet dans les mois à venir et les années à venir. Je ne sais pas quelle heure il est. Est-ce que vous sauriez me dire? Combien? Oh, super. Alors, j'ai le temps pour les questions. Est-ce que vous en auriez? Oui, avec plaisir. C'est peut-être une question un peu bête. Il n'y a pas. Mais dans les affichages, vous avez parlé de mettre les écrans au niveau de la couleur verte. Est-ce qu'il y a une raison ou est-ce que c'est juste parce que vous avez choisi cette couleur-là de base? Alors, en fait, ça va dépendre des fournisseurs de tech, enfin les entreprises qui développent la technologie. Vous avez différentes options. Il y a déjà dans les types d'écrans et de projections dans les lunettes, la première chose, c'est que vous avez du monoculaire ou du binoculaire. Donc ça ne veut pas dire que vous venez de deux images, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une image affichée d'un côté, donc si vous fermez un œil, vous voyez que l'image d'un côté, et quand vous fermez, vous ne voyez plus rien. Ça, c'est du monoculaire. Et vous avez du binoculaire. Et donc là, en fait, vous allez avoir deux écrans qui vont en fait afficher une image unique dans votre champ de vision. Donc ça, c'est une première option que les fabricants vont choisir. Est-ce que je fais du monoculaire? Est-ce que je fais du binoculaire? Sachant que les enjeux ne sont pas du tout les mêmes en fonction de l'option que vous choisissez. Mais par exemple, si vous avez beaucoup d'informations à montrer, c'est vrai que souvent, par exemple, pour les affichages où vous voulez vraiment avoir un écran de cinéma affiché dans votre champ de vision, il vaut mieux du binoculaire parce qu'autrement, votre écran va être rikiki. Après, l'autre option, effectivement, c'est soit du monocouleur ou du full color. Donc, et ça, en fait, ça va dépendre aussi de ce que vous voulez afficher en termes d'information et en termes de niveau de détail d'information. Si vous avez vraiment de la traduction en temps réel, c'est votre seul, en tant que fabricant de lunettes, votre principal objectif, finalement, une couleur avec 2-3 lignes de texte, ça suffira amplement. Donc, vous allez sûrement opter pour du monoculaire et monocouleur, parce qu'en fait, vu l'objectif et vu quel est le cas d'usage que vous vous engagez à remplir, le cahier des charges à remplir, ça suffira largement. Mais vous pouvez avoir aussi du monoculaire full color, donc en couleur, et c'est ce que Meta a présenté il y a quelques jours. Donc eux, ils ont une seule projection sur un seul côté, mais effectivement, ça va être de la couleur, parce qu'effectivement, eux, ils voudraient présenter beaucoup plus d'informations. L'autre exemple qui peut être, c'est que sur la partie GPS, voilà, orientation, quand vous avez juste une seule couleur, vous pouvez mettre une petite flèche sur 2-3 lignes, et puis 250 mètres, etc. Et ça va d'une seule couleur en vert sur fond noir. Ça passe assez bien. Par exemple, Meta, eux, ils voudraient vraiment avoir la version simplifiée de ce que vous voyez sur Google Maps.
Donc ils veulent montrer un certain nombre d'informations sur la partie traduction en plusieurs lignes, etc. Donc eux, ils vont vraiment aller vers un écran couleur. Ils voudraient faire probablement des petits jeux, être plus une réflexion de votre téléphone portable avec toutes les possibilités en couleur que l'entreprise qui va juste faire du vert, qui est très pragmatique et qui va juste... Donc ça va vraiment dépendre de quel cas d'usage vous voulez adresser et comment vous voulez votre utilisateur qu'il utilise les lunettes et pour quels usages tous les jours. Mais c'est vrai que c'est des sujets intéressants parce que j'ai rencontré une société qui fait beaucoup qui s'engage vraiment sur des écrans. Et eux, ils se sont dit, mais moi, je veux vraiment aller vers la traduction et le sous-titrage, parce que je pars du principe que sur le sous-titrage, il y a un marché énorme. Et effectivement, par exemple, vous considérez que Paris est la première ville visitée au monde, mais il n'y a pas un touriste qui va dans un théâtre parisien. Parce que tous les théâtres qui font du théâtre en temps réel, en fait, ils font uniquement en voix française. Donc on a des centaines de théâtres à Paris, des millions de touristes, mais ça ne matche pas jamais. Parce que voilà. Ou alors il faut parler bien français, parce que pour comprendre les finesses de ce qui est sur un théâtre parlé, et ben en fait, vous imaginez très bien qu'avec une paire de lunettes, vous pouvez avoir de la traduction temps réel. Donc en fait, tout ce que va être dit sur ce théâtre, pendant cette pièce de théâtre, va être affiché, et simplement en vert suffirait probablement largement, sur une ou deux lignes, pour être affiché en temps réel. Imaginez le potentiel aussi commercial de millions de touristes qui vont dans les théâtres grâce à ces outils. Ça peut servir aussi pour des gens qui ont des problèmes d'audition. Donc effectivement, moi j'aime beaucoup le produit Nuance. Je trouve que c'est une vraie révolution technologique et qui vraiment, même si sa deuxième itération, le principe est super intéressant. Vous pouvez aider des gens qui ont des prothèses audio à écouter à travers les branches de leurs lunettes. C'est magique, mais vous pouvez très bien imaginer aussi demain que ça ne sera pas qu'à travers les branches, ce sera aussi affiché. Donc pour une personne malentendante, de voir ce qui se passe aujourd'hui, il y a des solutions qui existent, mais c'est à travers le téléphone. Donc la personne va regarder ce que vous dites, vous parlez, il y a des micros suffisamment et des solutions logicielles, et elle voit, et ça s'affiche, elle peut voir. Mais le problème, c'est que pour avoir une conversation, je ne pense pas que les personnes malentendantes, elles veulent regarder leur téléphone pendant que vous leur parlez. Elles veulent vous regarder. Et donc en fait, les lunettes, ça répond à ces choses aussi assez élémentaires, mais qui vont changer la vie, là, littéralement, à des gens qui vous parleront en temps réel. Ça s'affichera, ils ne vous quitteront pas des yeux et ils auront une conversation comme tout le monde. Donc il y a aussi je pense qu'en cas d'usage, il y a plein de choses qui vont arriver aussi, parce que l'arrivée des produits sur le marché vont faire penser aux gens, ah oui, mais moi, ça me servirait beaucoup dans mon industrie, dans mon entreprise, dans mon environnement, pour voilà, ces sujets-là. Et je pense qu'on en est au début. Pardon. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Tout d'abord, je vous remercie pour la clarté de votre présentation. Ensuite, par rapport aux réunions que vous avez dites que vous faites à raison de 2 fois par an, il serait aussi appréciable de penser à ceux qui veulent faire une reconversion professionnelle. Parce que je suis une étrangère et je cherche des écoles étrangères pour me reconvertir dans le monde de l'optique et de la lunetterie, notamment au niveau de la France et de l'Italie. Et vraiment, j'ai du mal après, parce que c'est des cursus très longs et qui imposent une présentielle. Donc voilà, c'est juste une idée pour pouvoir m'introduire. Voilà. Et autre chose aussi, étant donné que je viens de la Tunisie, j'aurais une question par rapport, parce que là je vois par rapport à la montée fulgurante de tels produits, donc toutes les recherches et tous les chiffres plus ou moins que vous avez avancés font référence à l'Europe. Donc je voudrais bien avoir juste une petite idée, même superficielle, par rapport au positionnement de l'Afrique par rapport à ces produits-là, parce qu'en termes de tendance de consommation, on est vraiment... on n'est pas en phase, vous voyez ce que je veux dire. Donc vous connaissez, donc voilà, j'essaie de voir un peu où va le monde par rapport à ce qu'on fait nous. Ouais, voilà. C'est très juste, mais c'est pour ça aussi que j'aimerais que le monde de l'optique s'empare de ces produits, parce que s'il y a une chose qui existe quand même dans le monde entier, c'est bien des magasins d'optique. Et en fait, c'est ce dont on parlait, c'est cet accès marché qui est absolument fulgurant. Et qui est quelque chose que notre industrie n'a pas. Donc, même pour l'Afrique, je suis sûre que vous avez des magasins d'optique. Et c'est le biais absolument
incontournable pour moi pour donner accès aux clients. À nouveau, qu'ils achètent pas, mais au moins qu'ils comprennent et que ça devienne un produit pour tout le monde, quel que soit le marché, quel que soit le pays, quels que soient les magasins d'optique sont quelque chose qui appartiennent au monde, appartiennent aux gens, appartiennent au grand public. Et donc, du coup, c'est un média aussi pour pouvoir accéder au pays, quel que soit le profil du pays et quelle que soit l'accessibilité du pays à la tech, qui pour certains pays est plus compliqué que d'autres. Si je vivrais aux États-Unis, je ne me poserais pas la question. Mais effectivement, même déjà en Europe et a fortiori en Afrique, il y a quelques grands pays qui ont un historique, mais il y en a d'autres, ce sera plus compliqué. En revanche, ils ont des magasins d'optique. Et donc, du fait, pour moi, c'est un média extraordinaire de ce point de vue-là aussi. Oui, je vous en prie. Bonjour. Bonjour. J'ai testé il y a 5-6 ans les Google Glass ici. Et depuis 5-6 ans, il n'y a aucune avancée, même ils ont reculé. Pourquoi ce blocage en 5 ans, 6 ans? Alors, le problème qu'on a eu longtemps, qu'on a sur la partie, comme je vous expliquais, les modèles le plus haut de gamme, les plus évolués, c'est ce qui existe depuis le plus longtemps. Les Google Glass ont été un grand innovateur, même si le produit n'a pas survécu sur le grand public. Le problème, c'est que notre facteur de forme n'était pas suffisamment intuitif et naturel pour adopter le produit. Je pense que ça fait partie des choses. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que je crois que les lunettes AI ont vraiment un énorme potentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, acheter des lunettes, malgré tout, ce sont des outils. Bon, alors c'est en plus des dispositifs médicaux dès que vous avez une prescription, mais ça doit ressembler à des lunettes. À partir du moment où vous avez, nous, ce qu'on appelle des bird baths, des lentilles hyper larges, des choses qui font que votre voisin voit que vous ne portez pas des lunettes normales, du coup, ça devient un produit qu'on utilise à la maison très ponctuellement, parce qu'on a une Switch, parce que la plupart des lunettes se connectent à la Switch, et que vous jouez à des jeux vidéo, ou que vous êtes un peu un geek, et que effectivement vous préférez regarder les... Donc, le facteur de forme nous a beaucoup pénalisé, on va dire, dans notre développement. Alors même si vous travaillez dans l'industrie depuis longtemps, entre ce qu'il y avait il y a 15 ans et ce qu'on voit aujourd'hui et ce que je vous ai montré, on a fait des progrès énormes. Mais du point de vue de l'utilisateur, il n'a pas mon historique, il ne voit pas comment c'était pire il y a 15 ans, il voit juste le produit aujourd'hui et il me dit que ce n'est pas encore au niveau. Donc, je pense qu'il y a ça. Alors, Google Glass, c'était pire. Hein. C'était un petit truc carré. Je pense que personne s'y reconnaissait. Et puis, l'autre truc aussi, c'est l'usage. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas regarder des films et si vous ne jouez pas aux jeux vidéo, vous pouvez à la limite le brancher sur votre ordinateur et avoir ce qu'on appelle un office virtuel. C'est-à-dire que vous voyez votre écran de PC dans votre champ de vision et vous pouvez travailler avec un écran déporté qui n'est pas votre écran. Il n'y a pas énormément de cas d'usage. Donc, le fait est que si ce n'est pas pour un usage quotidien, en tout cas récurrent et suffisamment important pour que vous investissiez dans le produit, jusqu'à présent, moi, j'ai rien vu, et je suis du secteur, qui m'a absolument dit « bah ouais, ça va être pour tout le monde ». Les lunettes AI, en revanche, là, j'y vois un potentiel énorme. Déjà parce que, voilà, c'est pas non plus... finalement une grande révolution dans l'usage. C'est juste ce que vous faites dans votre téléphone. Il y a plein d'usages qu'aujourd'hui vous faites en sortant votre téléphone. Vous allez le faire juste naturellement en gardant vos mains dans votre poche grâce à vos lunettes. Et vos lunettes ressemblent à vos lunettes. Et de fait, des usages plus un facteur de forme qui marche, là je sens qu'il y a quelque chose qui a changé fortement. Rien. Bonjour, Bonjour. merci. Moi j'ai une question qui est plus tournée vers le client. Oui. Est-ce que vous avez réfléchissez dans votre comité d'experts sur le cérémonial de vente, le merch magasin, faire comprendre ces enjeux-là, comme vous dites, parce que là vous nous l'avez expliqué, mais ça reste assez complexe. Le côté démo, vous avez bien mis en avant en disant bah, on a un atout à jouer, c'est la démo. Oui. Comment on l'instaure dans les magasins et comment on l'explique?
et qu'est-ce qu'on peut faire demain avec un partenaire fournisseur pour mettre en place un top vente qui permettrait de mettre en avant les lunettes connectées. Et surtout face à un boulanger ou d'autres, comment un opticien peut sortir sa valeur ajoutée. Alors c'est une très bonne question, mais en revanche j'ai pas encore la réponse. Parce que forcément c'est exactement le genre d'informations qu'on a besoin de récupérer pour construire ce qu'on veut construire dans le futur. Donc c'est exactement ça qu'on veut évaluer à partir de maintenant. Alors on ne peut pas travailler tout seul, on va devoir travailler aussi avec des distributeurs qui sont volontaires, avec les gens qui finalement vous fournissent tout ce dont vous avez besoin pour vendre aujourd'hui des lunettes classiques. Il va falloir trouver les mêmes outils quelque part pour vendre les lunettes connectées et les mêmes éléments. Vous me diriez à moi je connais le pitch aujourd'hui pour vendre des lunettes connectées. Que ça va être surtout comment on va formaliser ça pour que des gens comme moi qui connaissent un peu le truc s'adaptent aussi à vos environnements qui seront un petit peu différents. Peut-être le discours client sera un petit peu différent. Parce qu'on ne rentre pas, comme vous disiez, chez Boulanger, comme on rentre dans un magasin d'optique. Donc, il va falloir qu'on change un peu peut-être la manière dont on a... Maintenant, c'est une question intéressante de savoir si Boulanger vendra des lunettes IA demain. Ça je n'ai pas la réponse non plus. Ils ne le font pas aujourd'hui. Et du coup, le facteur de forme et le fait que c'est vraiment des lunettes avant tout, feront peut-être qu'ils se désintéresseront un peu de ces produits pour aller vers des produits beaucoup plus entertainment, grand public, liés sur l'utilisation de produits qui peuvent vendre couplés comme la Switch, les ordinateurs, etc. Je pense que le marché est beaucoup trop naissant aujourd'hui pour savoir si Boulanger se sentirait vraiment légitime et ce serait vraiment intéressant pour lui de vendre des lunettes qui ressemblent vraiment, là du coup, à des lunettes. Donc, moi je pense que, mais à nouveau c'est personnel, donc ne prenez pas mon mot, mais moi je pense que les lunettes d'IA aujourd'hui devraient être vendues par les magasins d'optique, juste parce que spontanément, même si j'y connais rien, vu à quoi ressemblent les lunettes, vu que ça s'appelle Ray-Ban Meta aujourd'hui, le premier modèle visible et les modèles qui vont venir, j'irai chez mon opticien. Et c'est avant tout aussi un produit pour moi du monde de l'optique. Et puis surtout, il y a une grande partie des gens comme moi, j'ai besoin de ma prescription. Et je ne crois pas que... Mais à nouveau aujourd'hui, je ne me dis pas je vais d'abord aller acheter mon modèle chez Boulanger, puis après je vais aller chez mon opticien pour aller me faire mes verres. Parce que si je passe par ce chemin-là, ça sera vraiment la route et pourquoi faire les choses deux fois alors que spontanément je pourrais aller voir chez mon opticien et j'aurai tout d'un coup. Donc ça me paraît plus logique et plus légitime. Mais ça n'empêche que tout ce que vous disiez auparavant, c'est absolument ce sur quoi on doit travailler aujourd'hui. Les bons outils, vous donner les bons outils. C'est bon ? Bon, écoutez, merci beaucoup pour votre présence. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis encore un peu sur le stand Futurologie et puis tous mes collègues sont là aussi. Merci.